La classe moyenne se voit bien souvent comme le moteur de l'économie. Elle travaille, consomme, paie des impôts, achète une maison, finance des études, épargne un peu quand elle le peut, et nourrit l'espoir de franchir une marche supplémentaire. Elle croit bâtir une sécurité, mais la vérité est beaucoup moins confortable. Elle soutient le système et enrichit ceux qui sont déjà au sommet. Ce qui paraît être une garantie devient souvent une illusion. La classe moyenne n'accumule pas de pouvoir. Elle alimente celui des autres. Son travail, ses impôts, ses intérêts, ses économies. Tout cela sert de carburant à un mécanisme conçu pour transférer la richesse vers le haut. Et le plus troublant, c'est qu'elle le fait souvent sans s'en rendre compte. Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà dans la Rome antique, les petits propriétaires finançaient les campagnes militaires par leurs impôts, tandis que les terres conquises, le butin et les esclaves revenaient aux patriciens. Au Moyen Âge en Europe, paysans et marchands supportaient l'essentiel de la charge fiscale, pendant que la noblesse jouissait de privilèges et d'exemptions. En Amérique latine, les classes moyennes ont été centrales à chaque crise. Leurs impôts et revenus sauvèrent des banques en faillite, couvrirent des dettes insoutenables ou financèrent des ajustements qui ne les avantagèrent pas. Mais ils assistèrent, à chaque occasion, au sauvetage des élites économiques et politiques. Le schéma est répétitif. Ceux qui contribuent le plus sont ceux qui reçoivent le moins. Et même si aujourd'hui, il n'y a plus de collecteurs d'impôts armés, le système garde la même voracité. Juste plus raffiné, plus discret, mais tout aussi puissant. La première voie par laquelle la classe moyenne finance les riches est l'impôt sur le travail. Le salarié est le contribuable idéal. Il ne peut pas dissimuler, ne dispose pas de marge de manœuvre, ne peut pas échapper à la retenue. Avant même de toucher son salaire, l'impôt est déjà prélevé. En Espagne, l'IRPF pèse surtout sur les revenus moyens. Au Mexique, l'ISR joue ce même rôle. En Argentine, l'impôt sur les revenus affecte majoritairement les employés. Partout, la logique est identique. On presse celui qui n'a pas les moyens de se défendre. Pendant ce temps, les plus riches ne dépendent pas d'un salaire. Leurs revenus proviennent de rentes, dividendes, investissements ou structures, leur permettant d'alléger leurs charges fiscales. La paradoxale réalité, celui qui gagne moins paie proportionnellement plus. Celui qui gagne beaucoup trouve des échappatoires. La deuxième voie est la dette. La classe moyenne vit entourée d'emprunts, des hypothèques de 20 à 30 ans, des prêts étudiants qui hypothèquent l'avenir, des cartes de crédit au taux usuraire. Chaque montant versé en intérêts devient un gain pour les banques et les fonds d'investissement. C'est un transfert continu du bas vers le haut. En Amérique latine, la tragédie fut littérale. En Argentine, lors du Corralito, des milliers de personnes virent leurs économies gelées pour sauver un système bancaire en crise. Au Mexique, le FOBAPROA transforma des dettes privées en fardeaux publics que la population continue de payer. La troisième forme est plus subtile, mais tout aussi destructrice, l'inflation. Pour beaucoup, épargner revient à garder de l'argent en banque. Mais lorsqu'il y a inflation, cet argent perd de sa valeur chaque année. En Espagne, pendant des décennies, les salaires et les épargnes se sont érodés lentement. Dans des pays comme le Venezuela, l'Argentine ou le Mexique, le choc est direct et brutal. Mais l'inflation n'atteint pas tout le monde de la même façon. Ceux qui possèdent des actifs, propriétés, actions, terres, voient leur valeur grimper avec l'élan inflationniste. Ce qui, pour quelques-uns, revient à une perte, devient pour d'autres un gain. La même vague qui affaiblit l'épargnant moyen bonifie le patrimoine du grand investisseur.
La quatrième trappe est la propriété immobilière. Pour la classe moyenne, avoir sa propre maison est le rêve ultime, symbole de sécurité, d'indépendance. Mais c'est aussi un risque concentré. Dans de nombreux pays, plus de 70% du patrimoine familial repose sur un seul bien immobilier. En cas de crise immobilière, cette richesse s'effondre. Et vendre ou entretenir ce bien n'est pas facile. Les riches ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils disposent de portefeuilles diversifiés, actions, entreprises, biens locatifs, actifs internationaux. Leur logement personnel représente rarement la part principale de leur fortune. Pour la classe moyenne, c'est souvent le contraire. La maison se transforme en une chaîne de 30 ans qui lie le citoyen au système bancaire. Tout changement de cycle le rend vulnérable. La cinquième voie est la plus discrète, la consommation aspiratoire. La publicité incite la classe moyenne à vivre au-dessus de ses moyens. Smartphones financés, vacances à crédit, vêtements de marque, grosses voitures. Tout pour paraître plus que l'être. Chaque achat superflu est un transfert direct vers ceux qui conçoivent ce modèle. Les marques, les banques, les géants du commerce. Ils créent le produit, la classe moyenne le finance. Ils vendent le rêve, la classe moyenne le paie. Ces 5 voies, impôts, dettes, inflation, logement et consommation, constituent les rouages d'un système bien huilé. Un système qui ne requiert pas de grande conspiration. Il suffit qu'on cesse de le questionner. Le système est conçu pour fonctionner ainsi. Comprendre ce schéma est la première étape pour en sortir. La crise de 2008 en est l'exemple contemporain le plus éclatant. En Espagne, durant l'apogée immobilière, des millions se sont endettés pour acheter des logements à des prix exagérés. Quand la bulle a éclaté, les banques ont été renflouées avec des fonds publics, c'est-à-dire avec l'argent de ceux qui avaient déjà perdu leur maison. Double injustice. Aux États-Unis, le schéma fut similaire. Les subprimes furent transformés en produits financiers complexes qui enrichirent Wall Street. Quand tout s'effondra, le gouvernement intervint avec des milliers de milliards de dollars pour sauver le système. Et d'où venaient ces ressources? Des contribuables. Encore une fois, la classe moyenne payait les pots cassés du système. Au Mexique, le FOBAPROA de 1995 est la version locale de la même histoire. La dette privée des banques et des entreprises devint dette publique. Et jusqu'à aujourd'hui, les citoyens continuent de la régler. La logique est immuable. Quand tout va bien, les profits sont privatisés. Quand tout va mal, les pertes sont socialisées. Les uns gagnent, les autres paient. Ceci est une radiographie du capitalisme dans sa forme la plus brute. La classe moyenne, persuadée d'avancer vers une stabilité économique, finit par découvrir, trop tard, que ces efforts ont surtout servi à entretenir les privilèges d'autrui. Il n'est même pas nécessaire de parler de crise financière ou de sauvetage bancaire pour percevoir ce déséquilibre. Il suffit d'observer le quotidien. Prenons l'inflation comme exemple. En 2020, en pleine pandémie, les principales banques centrales du monde ont injecté des sommes colossales pour éviter l'effondrement économique. Le résultat, une inflation mondiale qui a fait grimper en flèche les prix des produits de base comme la nourriture, l'énergie ou le logement. Qui a payé la note? La classe moyenne. Tandis que ses revenus restaient stagnants, les prix augmentaient sans relâche. À l'inverse, les grandes fortunes ont vu leur patrimoine exploser. Actions technologiques, biens immobiliers de luxe, actifs financiers. Tout a pris de la valeur. Pendant que des familles ordinaires luttaient pour remplir leur caddie, les ultra-riches
augmentaient leur richesse en pleine crise. Le cas du logement est encore plus révélateur. Dans des villes comme Buenos Aires, Mexico, Barcelone ou Madrid, la classe moyenne consacre des décennies à rembourser un prêt immobilier. Pour elle, le logement représente la stabilité, l'effort, la sécurité. Mais en parallèle, des géants financiers comme Blackstone achètent des immeubles entiers, transforment les logements en instruments de spéculation et font grimper les loyers. Résultat, ceux qui pensaient acheter leur liberté se retrouvent piégés dans un système où leur travail alimente les profits de fonds opérant depuis l'étranger. Il en va de même pour la consommation. Chaque fois qu'une famille achète à crédit une voiture, un téléphone ou un voyage, elle ne fait pas qu'acheter. Elle transfère de la richesse vers le haut. La banque perçoit des intérêts, l'entreprise augmente son chiffre d'affaires et les actionnaires encaissent des dividendes. Entre-temps, la publicité pousse les ménages à désirer un mode de vie qu'ils ne peuvent pas financer au comptant, mais seulement à crédit. Cet écart entre ce que l'on possède réellement et ce que l'on affiche alimente les grandes marques. Les riches n'ont pas besoin de prouver leur statut, ils l'ont déjà. La classe moyenne, elle, consomme pour ressembler aux riches, et ce faisant, elle contribue à la véritable richesse des autres. Le système fiscal reflète lui aussi cette inégalité. En théorie, l'impôt est progressif. Plus on gagne, plus on paie. Mais en pratique, la charge pèse sur ceux qui ont des revenus fixes. Le salarié voit ses impôts prélevés automatiquement. Il n'a aucune échappatoire. En revanche, les plus fortunés organisent leurs revenus autrement. Dividendes, plus-value, revenus du capital. Des sources qui sont souvent moins taxées, voire dissimulées, dans des montages offshore. Ainsi, pendant que les travailleurs financent l'État, les plus riches trouvent toujours un moyen de réduire leurs contributions. En Amérique latine, cette injustice fiscale est encore plus flagrante. Des pays comme le Mexique ou l'Argentine reposent largement sur des taxes à la consommation, comme la TVA. Cela signifie que les classes moyennes et populaires perdent proportionnellement plus, car elles dépensent la totalité de ce qu'elles gagnent. À l'inverse, les grandes fortunes ont les moyens de déplacer leur capital à l'étranger pour le protéger. Ainsi, l'État se finance non pas avec la richesse accumulée des puissants, mais avec la consommation de la majorité. Le message dérange, mais il est limpide. Chaque achat, chaque impôt, chaque crédit de la classe moyenne alimente un système conçu pour renforcer ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Non pas parce que les citoyens le veulent, mais parce que le système fonctionne ainsi. Et tant que cette logique n'est pas comprise, on continuera à croire que l'on construit sa liberté financière, alors qu'en réalité, on renforce la domination d'autrui. Le plus inquiétant, c'est que ce mécanisme n'a rien d'ancien. Il reste totalement d'actualité, même s'il adopte des formes nouvelles. Ce qui fut autrefois un impôt féodal ou un plan de sauvetage bancaire au XXe siècle prend aujourd'hui la forme d'intérêts, de cartes de crédit, d'inflation globale, de retraite gérées par des géants financiers ou d'applications numériques qui promettent de la commodité tout en extrayant des données et de l'argent. Le décor change, mais le scénario reste le même. Après la crise de 2008, par exemple, l'Europe a adopté des politiques d'austérité qui ont principalement touché la classe moyenne. Coupe dans la santé, l'éducation et les retraites. Pendant ce temps, les banques renflouées avec de l'argent public ont recommencé à verser des dividendes à leurs actionnaires. En Amérique latine, chaque nouvelle dévaluation raconte la même histoire. Les économies des citoyens fondent, tandis que ceux qui ont accès au dollar ou à des actifs solides se protègent et profitent
parfois de la situation. L'endettement extérieur complète le tableau. Des gouvernements empruntent auprès du FMI ou d'acteurs privés, dilapident l'argent inefficacement, voire avec corruption. Et, quand il faut rembourser, ce sont les classes moyennes qui perdent. Plus d'impôts, moins de services publics. Le fond du problème est là. Ce système ne tient pas parce que les riches contribuent plus, mais parce que la majorité paie sans pouvoir y échapper. Le salarié ne peut cacher ses revenus. Le consommateur ne peut éviter la taxe sur valeur ajoutée sur chaque litre de lait ou de pain. Le petit épargnant n'a pas accès à des obligations internationales ou à des fonds diversifiés. Il garde son argent en monnaie locale et perd à chaque vague d'inflation. Le piège réside dans cette asymétrie. Les riches jouent avec des règles qu'ils ont façonnées. La classe moyenne avec des règles qu'elle ne maîtrise pas. Mais il existe une issue. Elle n'est ni immédiate, ni facile, mais elle commence par la compréhension du fonctionnement du système. La véritable indépendance économique ne s'obtient pas avec des slogans inspirants, mais en décodant le système. Que signifie cela concrètement? Que chaque citoyen doit cesser de se comporter comme un simple épargnant passif et commencer à agir comme un gestionnaire de capital. Aujourd'hui, de nombreuses familles concentrent leur richesse dans un logement, ne diversifient pas, déposent leurs économies sur des comptes qui perdent de la valeur et consomment pour impressionner, plutôt que de considérer le crédit comme un outil stratégique. Tout cela découle d'une mentalité financière façonnée pour soutenir l'ordre établi. La changer est la première étape pour sortir du piège. L'histoire aussi donne des leçons. Dans la Rome antique, les petits paysans finançaient les guerres, mais ne recevaient jamais le butin. En Europe, la bourgeoisie payait pendant que la noblesse vivait de privilèges. En Amérique latine, les citoyens ont absorbé les coûts des sauvetages bancaires qui ont profité aux élites. Le mécanisme est toujours le même. Ceux qui produisent soutiennent ceux qui concentrent le pouvoir. La seule chose qui change, c'est le discours qui justifie le sacrifice. Autrefois, on parlait de gloire, de patrie ou de royauté. Aujourd'hui, on parle de stabilité macroéconomique, de confiance des marchés ou d'intégration globale. Mais le résultat est identique. C'est toujours le citoyen ordinaire qui paie la facture. Le parallèle avec le présent est limpide. Tandis que l'inflation explose dans le monde entier, les grandes fortunes se réfugient dans des actifs qui ne perdent pas de valeur. Or, actions, immobilier haut de gamme, crypto-monnaies sélectionnées. La classe moyenne, elle, voit son pouvoir d'achat s'éroder et ses crédits immobiliers devenir plus chers à chaque hausse des taux. Pendant la pandémie, les milliardaires ont atteint des niveaux de richesse records, pendant que des millions de travailleurs perdaient leur emploi ou survivaient avec de maigres aides. Le schéma est constant. La tempête frappe en bas, le paratonnerre protège en haut. La conclusion est dure, mais nécessaire. La classe moyenne finance les riches parce que le système est fait pour cela. Mais ceux qui le comprennent peuvent commencer à jouer selon d'autres règles. Cela signifie ne pas dépendre uniquement d'un salaire, ne pas tout miser sur un prêt immobilier, ne pas consommer pour paraître. Cela implique de s'éduquer sur l'histoire monétaire, la gestion de patrimoine, les stratégies de création de richesse qui offrent une véritable liberté financière. Ce n'est ni rapide ni simple, mais c'est la seule manière de cesser d'être la pièce d'un engrenage au service des autres et de commencer à construire une indépendance économique réelle. L'histoire ne se répète peut-être pas exactement, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrase de la même manière.
Dans ce jeu, c'est